Des pays touristiques ouvrent leur territoire aux seules personnes vaccinées. Beaucoup veulent à présent le vaccin pour partir en vacances. Est-ce une mauvaise approche ? Je pense que c'est un peu triste que ce soit la seule motivation à être vacciné, mais en soi, ça me paraît assez cohérent. Il est clair que voyager, aller dans les aéroports, etc., va exposer à un risque plus grand. Donc il me semble assez logique de la part de certains pays, pour ne pas compromettre leur propre campagne, de demander aux personnes qui viennent de l'extérieur d'être vaccinées. Et si c'est une motivation en plus, pourquoi pas ? Cela va inévitablement relancer le processus de vaccination. Faisons donc un petit refresh. Il y a deux types de vaccins, ARN messager et adénovirus. Deux technologies différentes. En effet, donc il y en a d'autres qui sont en préparation et d'autres dans d'autres pays, mais actuellement en Belgique, ce sont les deux types de vaccins dont nous disposons, qui sont en partie similaires dans leur approche, mais dans les détails méthodologiques un peu différents. Donc pour rappel, les vaccins ARN messager, on va fournir à la cellule le message qui permet de fabriquer directement les protéines. Avec les vaccins adéno, on se sert d'un vecteur viral mais qui était totalement inactivé, donc qui est incapable de se répliquer, mais qui va fournir sous forme d'ADN le code génétique de la protéine du Covid, qui devra avoir une étape supplémentaire, c'est-à-dire on devra passer par l'ARN messager au sein même de la cellule pour aboutir finalement à une protéine. Pour le citoyen, être vacciné par l'un ou par l'autre change-t-il quelque chose ? Alors ce sont tous les deux d'excellents vaccins, donc selon les normes habituellement acceptées d'efficacité des vaccins, on est bien au-delà de ce qui est satisfaisant tant pour l'un que pour l'autre. En termes de prévention de la mortalité des formes graves, ce sont des vaccins qui sont pratiquement équivalents, voire équivalents. Pour ce qui est de l'impact sur la transmission du virus, sur les formes peu sévères, il semblerait que les vaccins ARN messager soient un peu plus efficaces que les vaccins adéno, y compris contre les variants, donc on va probablement y venir, mais certains des variants sont caractérisés par une perte de protection des vaccins, pas une perte totale, une perte partielle, et cet impact des variants semble plus marqué sur les vaccins à adénovirus que sur les vaccins ARN messager, pour des raisons qu'on comprend en partie, mais qui seraient trop longs d'exposer ici. Et au niveau des effets secondaires ? Alors là aussi, ce sont des vaccins d'une grande sécurité, donc c'est des vaccins qui sont réactogènes, c'est-à-dire que par rapport aux vaccins classiques auxquels on peut penser, tétanos, etc., c'est des vaccins qui vont donner plus de douleurs locales, plus d'état grippal, ça c'est vrai, avec probablement une similitude entre les deux. La grande particularité des vaccins adéno, et ça a été montré tant pour le vaccin de Johnson & Johnson que pour l'AstraZeneca, c'est cet effet secondaire très particulier et très rare, ce phénomène d'activation des plaquettes avec secondairement des phénomènes à la fois de thrombose mais aussi de chute des plaquettes, un effet qu'on avait observé paradoxalement avec quelque chose qui n'a rien à voir avec les vaccins, simplement l'héparine. L'héparine qui est un anticoagulant peut une fois sur 100 000 donner exactement ce même type de phénomène, on a parlé beaucoup moins par ailleurs. Toutes les personnes qui m'écoutent et qui ont reçu des injections d'héparine de bas poids moléculaire après une opération, elles ont été exposées au même risque, un risque probablement statistiquement plus grand que ce que l'on a en cours avec l'AstraZeneca. Mais en effet, une corrélation semble établie et n'est pas retrouvée avec les vaccins ARN messager. Et le délai entre les doses est différent et fluctuant. Encore une fois, c'est basé en partie sur les études cliniques et la façon dont elles ont été conçues. Et en effet, on a pu montrer qu'un délai plus grand permettait d'obtenir des réponses immunitaires meilleures avec l'AstraZeneca. Ça semble moins établi avec le Pfizer. Et pour des raisons pratiques, on est resté à un délai plus court avec le Pfizer qu'avec l'AstraZeneca. Aujourd'hui, la vaccination est ouverte en Belgique à tous les citoyens à partir de 16 ans et bientôt 12 ans. Les jeunes sont donc aussi concernés. Les jeunes sont concernés, on en a parlé lors de notre dernier entretien.
Disons que en vaccination, il y a une partie qui est le bénéfice collectif, une partie qui est le bénéfice personnel. Probablement que la proportion de l'un et de l'autre est différente chez les plus âgés et chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, il y a en effet probablement une protection personnelle, car on décrit occasionnellement des formes graves, mais elles sont très rares. Par contre, le bénéfice collectif, y compris en termes de préservation de la scolarité, etc., joue probablement un rôle plus grand, alors que chez les personnes âgées, le bénéfice personnel l'emporte très largement sur le bénéfice collectif. L'objectif avoué reste d'atteindre l'immunité collective, fixée empiriquement à 70%. Quand devrait-on y arriver ? Si on considère qu'à la rentrée, on aura probablement 5 millions, peut-être plus, mais de Belges qui ont reçu les 2 doses de vaccin, plus un bon million de personnes qui ont fait la Covid, on devrait être très proche de ce seuil à la rentrée. D'ici là, le risque est grand, avec l'été, l'Euro de foot, les retrouvailles, de lever la garde. Quel comportement adopter ? Encore une fois, je crois qu'il faut suivre les recommandations qui sont faites par nos autorités, qui ont analysé le problème, me semble-t-il, de façon scientifique, tout en ménageant une approche pragmatique qui n'aurait pas trop d'impact sur la qualité de vie et ce qui est d'habitude, les bonnes choses qui sont associées à l'été. Indiscutablement, on ne peut pas considérer que nous sommes à ce seuil d'immunité collective, et si on veut notamment freiner l'émergence des variants, etc., je pense qu'on ne peut pas se comporter comme on l'aurait fait il y a 2 ou 3 ans d'ici. Je pense que malgré tout, la prudence reste de mise, avec un assouplissement qu'on essaie de faire pour un mieux. C'est difficile d'édicter des règles rationnelles pour des tas de phénomènes, des tas de manifestations différentes, etc. Donc toutes ces règles, elles peuvent sembler parfois un petit peu boiteuses et un peu irrationnelles, mais je pense que ces autorités font ce qu'elles peuvent. Et donc je pense qu'il faut nous-mêmes aussi faire ce qu'on peut en restant le plus proche possible de ce que ces recommandations disent en filigrane. Puis il y a la course contre le virus lui-même qui mute et propose des variants. Est-il possible qu'un nouveau variant vienne freiner tout le processus de libération ? C'est possible, mais improbable. Pourquoi improbable ? Parce que, comme on l'a dit il y a quelques minutes, on n'a pas une perte totale d'efficacité des vaccins, y compris sur la circulation. Et par ailleurs, le nombre de mutations que le virus peut se permettre de générer n'est pas infini. Si par hasard des mutations échappant totalement au vaccin émergeaient, elles seraient peut-être associées à une moindre virulence et elles s'éteindraient d'elles-mêmes en quelque sorte. Et par ailleurs, il y a toujours la facilité technique, c'est le charme, je dirais, de cette nouvelle technologie de vaccin. C'est une grande versatilité, et donc fabriquer un vaccin adapté à ces variants, ces vaccins sont déjà prêts maintenant, parce qu'on peut très bien anticiper le type de mutation qui rendrait le virus résistant, et dès lors fabriquer les vaccins correspondants. Mais évidemment, en termes d'organisation, de vacciner à nouveau des millions de personnes, ça ne faciliterait pas les choses, mais technologiquement, ça ne pose pas grand problème.